La première fois, j'ai parlé l'histoire de génétique. La deuxième conférence était beaucoup plus technique. On a parlé beaucoup plus de côté technique. Aujourd'hui, on va faire un tout petit détour vers la philosophie. Nous allons aborder en fait des questions assez difficiles concernant l'avenir de la génétique ou la direction dans laquelle la génétique peut évoluer éventuellement. Parce qu'évidemment, on ne sait pas vers quoi ça va évoluer exactement, mais vous allez voir, il y a des théories qui commencent à apparaître qui permettent une certaine réinterprétation des observations qui existent déjà. Mais tout d'abord, j'aimerais bien revenir juste pour faire un résumé très rapide de la situation actuelle. Donc, si vous vous souvenez, on a commencé par se poser la question, qu'est-ce que exactement l'hérédité et qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? Parce qu'en fait, la question principale, c'est de décider sur un caractère s'il est héréditaire ou non. Alors, comme vous avez pu constater déjà et comme nous allons en parler aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça. En fait, c'est même très très difficile. Alors, à partir de cette question, le cadre conceptuel de la génétique, formulé au départ par Mendel et puis par d'autres grands classiques, était à peu près la suivante. Donc, on a considéré le gène comme une unité d'hérédité. Alors, nous ne savons pas encore ce que c'est l'hérédité, mais on dit qu'il a une unité, c'est le gène. Donc, le gène, c'était une entité théorique, c'était un outil conceptuel qu'on ne peut pas observer directement parce qu'il est conceptuel. En revanche, on suppose qu'il détermine un caractère. Alors, ce qu'on observe dans la génétique, c'est le caractère. Le caractère, c'est l'apparence extérieure. Alors, si on revient ici, nous voyons, par exemple, je suppose que c'est un père avec son fils, et nous voyons que certains caractères ressemblent beaucoup d'une génération à l'autre. Donc, on peut éventuellement supposer qu'elles sont héréditaires. Mais quel caractère choisir et comment on les choisit, ça, c'est très, très difficile. Paradoxalement, on ne peut pas définir un gène on ne le peut définir que dans sa relation avec un phénotype différentiel. C'est-à-dire que si on choisit un caractère et tous les individus, à toutes les générations, ont la même apparence, on ne pourra plus faire de la génétique parce que on ne voit pas, nous sommes aveugles pour ce caractère. Si on revient à l'exemple précédent, si tout le monde a un caleçon bleu, dans le monde, absolument tout le monde, on ne saura jamais si c'est un caractère héréditaire ou non. Il faut qu'il y ait des variations, des différences, parce que sinon on ne peut pas faire de la génétique. Et pourtant, la génétique essaye d'expliquer l'invariabilité d'une génération à l'autre. Et donc on suppose que c'est le gène qui est invariable, le gène qui est un outil conceptuel. Donc à la base, on suppose qu'un gène détermine un caractère. L'ensemble des gènes, c'est le génotype, et l'ensemble des caractères, c'est le phénotype. Donc c'est un peu de terminologie. Le gène est donc invariable, et puisqu'il est invariable, il se transmet d'une génération à l'autre de façon invariable. On suppose que l'hérédité des caractères acquis est impossible. Alors, ça c'est le cadre conceptuel de la génétique tel qu'il était défini par des scientifiques comme Thomas Morgan au début du XXe siècle, donc la première moitié du XXe siècle. Ils ont également identifié les chromosomes comme des organelles ou des choses dans les cellules, ils ne savaient pas trop ce que c'était à l'époque, qui avaient l'air de porter les gènes. Donc, selon la théorie chromosomique de l'époque, les gènes sont situés sur les chromosomes. On ne sait pas exactement comment. Et puis, on a fait un saut dans le temps il y a 2 semaines en disant qu'avec l'identification de la structure de l'ADN, donc la structure en double hélice, le gène était identifié comme un morceau d'ADN qui code pour une protéine. Donc, avec ça, nous avons résumé à peu près le cadre conceptuel de la génétique moléculaire actuelle,
qui est basé donc, sur cette dichotomie gène-caractère ou génotype-phénotype, où l'un est observable et l'autre détermine ce qui est observé, qu'il y a une invariance de gènes, sauf mutation, bien entendu. Et donc, autour de ce cadre conceptuel, s'est construit toute la génétique. Encore un aspect très important que j'ai souligné plusieurs fois, et je le souligne encore, c'est la contribution d'August Weismann, qui a proposé, c'était à la fin du 19e siècle, donc même longtemps avant de la découverte de l'ADN et tout ça. Donc il a proposé qu'en fait il y a une continuité de plasme germinatif, donc c'est ça qui permet l'invariance des gènes ou de génotypes, parce qu'il y a une continuité de plasme germinatif, et tout ce qui est partie du corps, donc de soma, la partie somatique, peut être exposé à l'environnement. Les changements que subit le soma ne sont pas transmis parce que c'est seulement le plasma germinatif qui est transmis. Donc avec ça, August Weismann a finalement conceptualisé les deux sciences, l'embryologie et la génétique. L'embryologie s'occupe uniquement de transmission des gènes, donc tout ce qui se passe dans le plasme germinatif, tandis que l'embryologie tente à expliquer comment l'embryon se forme. Donc ce sont deux sciences très différentes, et pendant très longtemps, ils se parlaient très peu. J'ai aussi fait des références historiques en disant que la génétique, finalement, la génétique moderne, est une reformulation de la théorie préformationniste du XVIe, XVIIe siècle. Alors, donc à partir de ce cadre conceptuel, un gène, un caractère, un génotype, un phénotype, cause-effet, s'est construit la génétique. Et en fait, ce qui est important ici, c'est que le gène est considéré dans la génétique même moderne comme une cause. Et le caractère est l'effet. Alors, qu'est-ce qu'on sait, comment les philosophes approchent ce problème de causalité? Parce que clairement, il y a un problème de causalité à traiter. On a un gène et on a des caractères, et le gène est la cause de caractère. En fait, c'est le gène qui produit le caractère d'une façon ou d'une autre. Alors, Aristote a défini 4 catégories de causes. Selon lui, il y a donc la cause matérielle, cause efficiente, formelle et finale. Alors, si on prend un exemple, vous voulez construire une maison, par exemple. Alors, quelles sont les causes de la maison? La cause matérielle, c'est que vous disposez des briques et de tous les matériaux, tout ce qu'il faut pour la construction. Donc, vous avez un terrain à construire, etc. Donc, ça, c'est les causes matérielles. La cause efficiente, c'est parce que vous êtes fort ou vous avez des ouvriers qui vont construire effectivement cette maison. Donc, les causes efficientes, c'est le processus de construction en quelque sorte. Vous avez une maison parce qu'elle était construite. Il y a une cause formelle, c'est le plan. Parce que vous disposez d'un plan. Alors, ça peut être un plan fait par un architecte, ou ça peut être juste quelques croquis sur un papier, si vous construisez juste une cabane dans le jardin, ou ça peut être juste un plan dans votre tête, mais vous avez une cause formelle, c'est le plan. Sans plan, il n'y a pas de maison. Et la cause finale, c'est parce que vous voulez habiter quelque part. Ou si c'est une cabane dans le jardin, vous voulez mettre vos outils quelque part. Donc, il y a un but à la fin, il y a une cause finale, une finalité de toute cette action. Alors, dans le cas du vivant, vu dans le cadre conceptuel de la génétique, les causes matérielles, ce sont les molécules. Donc, le vivant est construit de molécules. Nous savons très bien que finalement, une cellule vivante est faite à partir de molécules organiques qu'on peut même synthétiser au laboratoire, et c'est l'assemblage de tout ça qui fait la cellule vivante. La cause efficiente, dans le cas du vivant, ce sont les réactions chimiques. En fait, ces molécules ne sont pas inertes, elles interagissent, elles font des réactions chimiques, et tout ça
bien sûr, c'est très compliqué et tout, mais c'est ça qui est la cause efficiente. Donc, il y a une énergie qui est dégagée grâce à ces réactions chimiques, et cette énergie est utilisée pour le fonctionnement du vivant. En revanche, la cause formelle, selon la génétique, c'est le programme génétique. Donc, l'ensemble des gènes qui sont dans le génome, l'ensemble de ces segments d'ADN qui codent pour les protéines, etc., sont considérés comme une cause formelle. Alors, le problème dans la biologie, c'est la cause finale. Alors, je pourrais citer, je cite François Jacob, qui a dit que la cause finale, pour le biologiste, c'est comme une maîtresse dont il ne peut pas s'en passer, mais il ne peut pas se montrer en public non plus. Donc, la façon de voir la biologie à travers un programme génétique qui est la cause formelle de construction des vivants implique aussi qu'il faut supposer une cause finale. Or, la biologie ne permet pas, en fait, poser la question de cause finale n'est pas vraiment une question scientifique dans le sens où on ne peut pas apporter une réponse à cette question dans le cas des sciences. Alors, nous avons discuté la dernière fois sur les problèmes, disons, les questions qui sont difficilement traitables par la génétique. Alors là aussi, je vais faire un petit détour avant de parler de ça. Donc, je vous ai présenté très rapidement le cadre conceptuel de la génétique moderne. Alors, la génétique, comme toutes les disciplines scientifiques, possède dans ce qu'on appelle un cadre conceptuel, un paradigme ou un noyau dur, ou je dirais paradigme, peut-être c'est le terme le plus approprié, qui est l'ensemble des idées, l'ensemble d'explications et d'observations sur lesquelles tout le monde est plus ou moins d'accord. Donc, le fait par exemple, de traiter l'hérédité selon cette dualité phénotype-génotype-phénotype fait partie de cadre conceptuel ou de paradigme de la génétique. Dans toutes les sciences, c'est comme ça. La science fonctionne de cette façon. Les scientifiques sont plus ou moins d'accord sur un certain nombre de choses, sinon ils ne peuvent pas collaborer. Et ils travaillent dans ce cadre défini par le paradigme. On pourrait dire, par exemple, les exemples classiques qu'on utilise le plus souvent, c'est la vision géocentrique du monde, par exemple, qui caractérisait les visions du monde jusqu'à Copernic. On imaginait que c'était la Terre qui est au milieu de l'univers. Alors que Copernic a fait une proposition que ce n'est pas la Terre qui est au milieu, mais la Terre tourne autour du Soleil. C'était un paradigme concurrent qui est devenu accepté par l'ensemble de la communauté scientifique de l'époque. Notre exemple, par exemple, c'est la physique newtonienne, si vous voulez. Newton a défini un certain nombre de lois de la physique. Tous les physiciens du monde étaient d'accord avec lui pendant 2 siècles, pratiquement, jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre d'observations s'accumulent qui ne pouvaient pas être expliquées dans le cadre de ce paradigme. Et donc, il fallait bien chercher un paradigme concurrent. C'était la théorie de relativité d'Einstein. Et quand cette théorie était proposée, elle a pu expliquer toutes les anomalies dans la physique newtonienne et la théorie était acceptée. Donc, de façon simplifiée, le paradigme actuel de la physique, c'est la théorie de relativité. Dans le cadre de la génétique, nous avons un paradigme, donc c'est cette dichotomie génotype-phénotype. Pour l'instant, ça marchait très bien. Donc jusqu'à maintenant, ça marchait très bien. En 100 ans de génétique, ou 150 ans de génétique, grosso modo, on a pu faire un progrès considérable. On a pu expliquer beaucoup de phénomènes. On a pu même appliquer ces observations et ces règles dans la médecine, dans l'élevage des animaux, ou croisement des espèces, etc. Donc, dans le domaine très pratique. Donc, le paradigme fonctionnait bien. Or, comme je vous ai montré la semaine dernière, il y a un certain nombre de problèmes
certain nombre de contradictions qui étaient déjà présentes dans le cadre conceptuel au départ, mais qu'on ne faisait pas trop attention à ces contradictions, devient plus visible maintenant parce que nous avons accumulé d'autres observations qui ne peuvent pas être expliquées de façon très simple dans le cadre conceptuel actuel. Je vous ai cité quelques anomalies au tout début qui étaient bien vues à l'époque, mais dont l'explication n'était pas une priorité au départ parce que ces cas paraissaient trop compliqués et donc les généticiens avaient de quoi faire avec les cas simples. Donc j'ai parlé de l'expressivité variable, pénétrance variable des mutations. Je ne vais pas répéter ma conférence d'il y a 2 semaines, donc je vais pas répéter, je ne vais pas réexpliquer exactement ce que c'était. Les effets pléiotropiques des gènes, la polygénie, épistasie, tout ça, c'était des phénomènes vus et reconnus par la génétique classique au début du XXe siècle. L'aspect important que ces éléments ont apporté dans la génétique, c'est que dans le cadre de la génétique mendélienne strictement dit, on a un gène, un caractère, donc une cause et un effet, et avec l'arrivée de l'épigénétique, en fait, ce que j'ai appelé épigénétique la dernière fois, ce qu'on voit, c'est que nous avons une cause, parce que nous avons toujours un gène, un morceau d'ADN, un segment d'ADN, et il n'y a pas un phénotype qui corresponde mais plusieurs. Donc il y a un effet statistique. En fait, on a une reproductibilité statistique des phénomènes, mais on n'a plus vraiment un effet de causalité directe et stricte. Donc la génétique s'éloigne très rapidement de cette relation simple, linéaire, cause à effet. Donc la solution que la génétique a proposée, c'est qu'il y a le génotype, mais bien entendu il y a l'environnement aussi qui agit, et donc c'est les gènes et l'environnement ensemble qui déterminent le phénotype. Ils collaborent en quelque sorte pour déterminer le phénotype. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, malgré les efforts de Weissman de séparer l'embryologie et la génétique, on est arrivé à un stade, il y a 20-30 ans, où il est devenu évident que l'explication de l'ontogénèse ne peut pas être laissée uniquement aux embryologistes. Tout simplement parce que dans cet effet de corrélation statistique qui est entre les gènes et le génotype et le phénotype, on se rend compte que le phénotype change au cours du temps, donc il change tout le temps, donc il faut bien expliquer quel est le rapport des gènes avec le phénotype qui change. Donc on introduit cet aspect du temps dans le phénotype qui n'y était pas au départ. Donc il est nécessaire d'expliquer comment le génotype s'intègre dans le processus de l'ontogénèse. Alors, le terme épigénétique était utilisé dans ce sens par Conrad Waddington, qui est un embryologiste et un généticien. Et c'est lui qui a défini l'épigénétique de cette façon. Il a dit que c'est une branche de la biologie qui étudie les interactions causales entre les gènes et leurs produits qui génèrent le phénotype. Donc en fait, on ouvre une porte vers l'environnement parce que s'il y a des interactions causales entre les gènes et leurs produits, donc les protéines, il y a aussi la porte ouverte à l'environnement. Donc l'environnement peut agir à travers de ces mécanismes épigénétiques directement sur l'ontogénèse. Alors, ce qu'il a proposé comme métaphore visuelle, voilà, avant de vous remontrer l'image de Waddington, donc vous voyez, on avait le gène et le caractère, le génotype et le phénotype. Le gène est devenu une molécule d'ADN, un segment d'ADN qui code pour une molécule d'ARN qui code pour une protéine. Et donc on a assimilé ça, donc l'ADN a un gène,
l'ARN et le protéine, c'est quelque chose qui est des étapes intermédiaires entre le gène et le phénotype. Et donc, après, on arrive au phénotype. Et maintenant, avec l'arrivée de l'épigénétique, ce qu'il se passe, c'est que nous introduisons un facteur supplémentaire qui sont les mécanismes épigénétiques et qui s'intercalent dans ce processus. Donc, nous avons les processus épigénétiques, mais en même temps, il y a une rétroaction entre les deux. Donc, il y a une interaction compliquée. Donc, à partir de ce moment, la causalité directe qui existait entre le gène et le caractère ne peut plus vraiment exister. En tout cas, pas dans ce schéma conceptuel. Donc là, ici, sans que ça ait été déclaré, si je peux dire, il y a quand même une transformation de paradigme qui s'opère. Alors, Waddington a proposé cette métaphore visuelle qui, où, au cours de l'ontogénèse, donc le développement embryonnaire, une cellule qui pourrait être une boule descend une pente et c'est les fluctuations. Il descend la pente, il n'a pas le choix, mais les fluctuations locales vont influencer le parcours de cette boule. Les fluctuations, ça peut venir de l'environnement, ça peut venir d'irrégularités des surfaces, ça peut venir tout simplement du hasard. Et cette boule va passer dans la vallée d'à gauche ou d'à droite en fonction qu'au moment où elle arrive devant le... elle doit choisir, entre guillemets, c'est localement que ça va se décider dans quel sens il va. Il a imaginé, Waddington, que le rôle des gènes dans ce processus, donc dans cette métaphore, pour continuer cette métaphore, c'est de déterminer la surface. Donc là, on passe en dessous et on imagine que les gènes, ce sont des piquets et les cordes qui sont tous liés les uns aux autres et à la surface sont les mécanismes qui créent le phénotype, donc qui crée la surface de cette pente. Donc vous voyez, il a bien imaginé une interaction pratiquement de tous les gènes avec tous les autres gènes. Donc on n'est plus dans un gène, un caractère, ou deux gènes, un caractère, ou un gène, deux caractères. Et ici, tous les gènes sont liés ensemble. Alors lui, il a proposé ça comme une métaphore. Donc il n'avait pas de données, c'était purement spéculatif. Alors, si on saute dans le temps jusqu'à nos jours, voilà, je vous montre une figure que j'ai extraite d'un article publié il n'y a pas très longtemps. C'est un schéma simplifié des interactions entre 7000 protéines qui peuvent être présentes, 7000 différentes protéines qui peuvent être présentes dans une cellule de drosophile, donc de mouche à vinaigre. Alors ici, ce que vous voyez, c'est que chaque point correspond à un type de protéine et les lignes qui relient les différents points ou les différentes petites boules colorées sont des interactions qui étaient expérimentalement démontrées. C'est-à-dire que ici, ce n'est plus la spéculation, on est dans les observations. Donc ce que vous voyez bien, c'est que chaque type de protéine, finalement, interagit avec tous les autres, directement ou indirectement, plutôt indirectement, bien sûr, mais il y a un réseau extrêmement compliqué d'interaction entre les protéines. Alors, bien entendu, nous ne savons pas si toutes ces interactions ont lieu à tous les moments, probablement non, mais au moins nous savons que ces interactions peuvent avoir lieu et ont lieu dans certaines circonstances. Donc vous voyez, le fonctionnement d'une cellule peut s'avérer extrêmement compliqué et on n'est plus du tout dans ce rapport direct entre le gène et le caractère de la cellule vivante. On est plutôt dans une corrélation statistique. Alors, juste pour revenir un moment ici, nous voyons que pour comprendre le fonctionnement d'un tel réseau, ce n'est pas une simple affaire. Donc, il faut avoir des méthodes spécifiques pour ça. Heureusement que les mathématiques se sont intéressées aux problèmes de réseau depuis maintenant quelques dizaines d'années et il existe des méthodes mathématiques pour analyser comment ces réseaux peuvent fonctionner, comment ils peuvent
évoluer, changer dans le temps, quelles sont les caractéristiques de base de ces réseaux. Donc c'est toute une science, je ne vais pas en parler aujourd'hui, de toute façon je ne serai pas assez compétente de parler mathématiques. Je vous signale juste que une des directions d'évolution de la biologie dans le très proche avenir, c'est dans la direction des sciences de complexité. On parle des sciences de complexité parce que ces réseaux ont un comportement à la fois très complexe et très simple, avec des multitudes d'interactions, mais qui peuvent être caractérisées par des méthodes mathématiques relativement simples. Alors, c'est exactement ce qui se passe en biologie. Les réseaux d'interaction entre les protéines et les gènes sont étudiés à la fois expérimentalement et à la fois par des méthodes mathématiques, des simulations sur ordinateur, etc. Alors, juste pour terminer avec la causalité, donc j'ai dit que le paradigme de base de la génétique, c'est une causalité linéaire. Un gène, par intermédiaire d'une molécule d'ARN, d'une molécule de protéines ou encore d'autres, va déterminer un caractère. Comme je vous ai dit aussi que le problème avec cette vision linéaire de la causalité, c'est que ça nous amène très rapidement à une régression à l'infini. C'est-à-dire que si on sait que E est causé par D, par exemple, ici, et D est causé par C, alors que le C est causé par B, le B est causé par A, et A, d'où vient le A? Il faut expliquer le A. Donc, dans un schéma de causalité linéaire, tôt ou tard, on arrive à ce problème de régression à l'infini. Donc, il y a toujours un début qu'il faut expliquer d'une façon et d'une autre. Or, c'est un problème de poule et de l'œuf. Donc, dans le cas de la génétique, si le gène détermine le caractère, de façon directe ou indirecte, alors d'où vient le gène? Le gène lui-même est le produit de l'évolution. D'où vient le gène? Qui a déterminé ou comment le gène s'est fait, comment il est déterminé, etc. Donc, vous avez un problème de régression à l'infini qui se pose à chaque fois quand on raisonne en termes de causalité linéaire. Ce type de raisonnement peut donner des super bonnes explications localement. Donc, C cause D, d'accord? Là, on peut faire des expériences, on peut expliquer sans difficulté. Mais dès qu'on essaie d'aller plus loin, on est confronté à ce problème de régression à l'infini. Donc, une des façons de contourner ce problème, c'est d'imaginer qu'il y a une causalité en réseau. Un peu comme on a vu pour les protéines, si vous voulez. La situation la plus simple, c'est la causalité circulaire. Donc, si A est la cause de B, B est la cause de C, C est la cause de D, D est la cause de E, et E est la cause de A, on n'a plus de problème de régression à l'infini. En revanche, on est devant un système, ici avec les 5 lettres, qui va avoir un comportement probablement beaucoup plus compliqué qu'un système de causalité linéaire. Alors, ce que j'ai dit pour les réseaux tout à l'heure, en fait, j'aurais dû échanger les deux figures et vous montrer ça d'abord et ça après. Un réseau comme ça, où la causalité est non seulement circulaire, mais carrément très compliquée, très interconnectée dans un réseau, ce n'est pas simple. Il a un comportement pas du tout simple, pas du tout facile à comprendre. Et pourtant, le vivant fonctionne selon cette logique. Alors, avec toutes ces observations et toutes ces difficultés conceptuelles, il y a eu un certain nombre de tentatives de créer un autre cadre conceptuel pour expliquer l'hérédité. Alors, je vais juste mentionner de façon assez superficielle ces théories, de façon superficielle parce que si on voulait rentrer dans les détails, ça prendrait probablement beaucoup trop de temps, parce que ce sont des théories, pour l'instant, qui sont plutôt au début de leur développement. On ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, ce qui est important, en fait, mon but, c'est plutôt vous montrer qu'il peut exister une alternative. Donc, on peut imaginer de conceptualiser l'hérédité sans avoir recours à cette dialectique gène, caractère, génotype, phénotype.
l'existence même de ces théories montre que la génétique s'approche à un moment dans sa carrière ou dans son existence où il peut y avoir un changement de paradigme. Donc on s'approche probablement assez rapidement à ce que les épistémologues appellent une révolution scientifique, où un nouveau paradigme va émerger et va remplacer l'ancien paradigme. Un peu comme à la fin du 19e siècle, quand la physique newtonienne a cédé sa place à la physique einsteinienne. Alors, il était extrêmement difficile de prédire quand ça peut arriver. Le premier article que j'ai vu dans lequel les auteurs, après une longue analyse de la situation de la génétique de l'époque, ont conclu que cette révolution scientifique est imminente, c'était il y a 10 ans. Donc, en 10 ans, on n'a toujours pas vu la révolution arriver, mais on a vu quand même l'apparition de ces théories concurrentes qui gagnent du terrain, et maintenant ils sont maintenant connus par presque tout le monde, et je suppose que d'ici quelques années, effectivement, on va peut-être arriver à une situation où il y aura une reformulation des bases conceptuelles de la génétique. Donc on va parler un peu d'auto-organisation, d'autopoèse, des théories des systèmes de développement et de l'ontophylogénèse. Alors, l'auto-organisation est un phénomène très bien connu dans le monde vivant et non vivant aussi, dans la physique, chimie. Il y a beaucoup de phénomènes auto-organisés. On parle d'auto-organisation quand on observe une émergence spontanée et dynamique d'une structure qui peut exister dans l'espace ou dans le temps également, sous l'effet conjoint d'un apport extérieur d'énergie. Donc il faut avoir de l'énergie investie et des interactions entre les éléments. Alors ça paraît très théorique comme définition. Vous avez certainement vu déjà des systèmes auto-organisés dans la physique. Il y en a beaucoup, ils sont très simples, et le plus simple peut-être si je vous montre tout de suite une image. Je veux juste mentionner le nom de Alan Turing, qui était un père fondateur de ce concept d'auto-organisation, et Matthew Kaufman, un physicien biologiste qui utilise explicitement l'auto-organisation comme une alternative à la génétique. Alors, juste une image de système auto-organisé physique. En fait, ce qu'il se passe dans un système aussi simple que ça, parce que c'est un système simple, c'est que vous avez un apport d'énergie qui est la chaleur provenant du feu, et vous avez la fumée. Ce sont des particules qui montent parce que l'air chaud les fait monter, et quand ils arrivent vers le haut, ils se refroidissent un peu, et ces toutes petites différences de température suffisent pour qu'ils s'arrêtent dans leur ascension et qu'ils commencent à redescendre. Mais quand ils redescendent, ils s'approchent du feu, donc ils se réchauffent de nouveau, et donc il y a un tourbillon qui se forme. Alors dans un tel système, si vous regardez bien, si l'apport d'énergie s'arrête, donc si on éteint le feu, ça se dissipe, la structure disparaît immédiatement. Et il n'y a pas de principe organisatrice, donc il n'y a pas un plan derrière, il n'y a aucun des éléments ne participe, n'a une image générale du système, il n'y a pas de régulation en sens propre. Les millions et des millions de particules qui sont dans la fumée s'auto-organisent tout seuls grâce aux interactions physiques et grâce à cet apport d'énergie qui est la chaleur. Donc ça, c'est un système très simple. Vous pouvez imaginer des systèmes auto-organisés vivants aussi. Par exemple, vous avez certainement vu des bandes de poissons, par exemple, où des milliers de poissons nagent ensemble dans la même direction et qui changent de direction quasiment en même temps, et pour éviter, par exemple, un obstacle ou échapper aux prédateurs. Et ces bandes de poissons qui changent de direction de façon parfaitement coordonnée, il n'y a pas un chef dans la bande, il n'y a pas quelqu'un qui donne l'ordre que c'est maintenant qu'il faut tourner. C'est un système auto-organisé. En fait, les poissons surveillent leurs voisins
Et en fait, ce qu'ils font, c'est de ne pas se rapprocher et ne pas trop s'éloigner de leurs voisins et suivre la direction de leur entourage. Alors avec ces 3 paramètres, plusieurs milliers de poissons peuvent nager de façon parfaitement coordonnée. Des petites perturbations qui peuvent arriver, par exemple, personne n'est parfait, quelques poissons vont aller dans l'autre sens, par exemple, ils peuvent déclencher, si ces perturbations arrivent en même temps, un changement de direction complète. Étant donné que le voisin ne regarde que ses proches voisins, donc il n'a pas une image générale de la situation. Un système auto-organisé, c'est une fourmilière, par exemple, ou un termite. Donc on peut aller vers des choses beaucoup plus compliquées. Un système comme une termite, par exemple, ils vont construire un termitier de très grande taille et apparemment planifié à l'avance, et pourtant il ne s'agit que des règles extrêmement simples de coopération entre deux fourmis, deux termites, qui vont faire 2 ou 3 actions différentes en fonction de la situation locale. Et ça suffit pour construire quelque chose qui a l'air pourtant d'être conçu quasiment par un architecte. On pourrait continuer avec ces exemples-là. Alors maintenant, si on descend au niveau des cellules dans un organisme, ou même au niveau des molécules à l'intérieur d'une cellule, on a des systèmes auto-organisés de la même façon, parce que toutes ces protéines que je vous ai montrées tout à l'heure, ils vont interagir ensemble, et leur comportement, à partir de ces interactions élémentaires, va faire émerger un comportement global de toute la cellule. Donc le comportement global peut être auto-organisé sans avoir un principe de l'extérieur, un plan qui détermine ce comportement. Alors, selon Kaufmann, tout le vivant est organisé de cette façon, et en fait, à cause de ce type d'auto-organisation, donc à partir de ce type d'organisation qui est l'auto-organisation, on peut quasiment prévoir à l'avance comment un organisme va vivre et évoluer pendant sa vie. Donc on n'a pas besoin de gènes pour expliquer ça. Les gènes sont là uniquement pour fournir le point de départ, parce qu'ils vont déterminer par leur séquence la structure primaire des protéines qui vont constituer la première cellule, et après tout le reste vient tout seul. Avec quelques variations bien entendu, mais tout le reste s'organise tout seul. Alors, cette théorie d'auto-organisation, elle était assez populaire dans les années 60-70, maintenant elle est beaucoup moins populaire, tout simplement parce que l'étude des systèmes complexes montre que l'auto-organisation peut créer des situations extrêmement compliquées comme une cellule vivante, mais probablement ce sont des systèmes beaucoup trop instables, beaucoup moins instables en tout cas que les systèmes vivants qui sont capables de résister à des perturbations de l'environnement très longtemps et qui sont capables d'évoluer aussi de façon qui s'adapte à chaque fois au changement de l'environnement. Donc, vu ces difficultés, l'idée était quand même reprise et l'idée n'est pas complètement perdue. Nous savons que l'auto-organisation joue souvent un rôle important dans la structure, dans la construction du vivant, mais ce ne peut pas être l'unique principe d'organisation. Entre parenthèses, sans parler d'une difficulté conceptuelle qui est le même que pour la génétique, c'est-à-dire que si la situation de départ détermine comment l'ensemble du système va se développer, va évoluer dans le temps, c'est aussi une idée préformationniste au même titre que le programme génétique. Donc pour développer cette idée, pour aller un peu plus loin, deux chercheurs sud-américains, Varela et Maturana, ont proposé un nouveau concept qui est l'autopoïèse. Alors, la définition est assez compliquée.
je vous l'ai mis ici. Donc une machine autopoétique engendre et spécifie continuellement sa propre organisation. Elle accomplit ce processus incessant de remplacement de ses composants parce qu'elle est continuellement soumise à des perturbations externes et constamment forcée de compenser ces perturbations. Ainsi, une machine autopoétique est un système à relations stables dont l'invariant fondamental est sa propre organisation, le réseau des relations qu'il a défini. Donc, ils ont défini le vivant à travers les relations entre ses composants, et c'est un système qui peut rester organisé et qui peut garder son indépendance vis-à-vis de l'environnement, justement grâce à ces interactions avec l'environnement et aux interactions entre les éléments qui les construisent. Donc, on conceptualise ici le vivant comme quelque chose qui est dynamique, qui bouge sans arrêt, qui change sans arrêt. C'est dans le changement qui reste le même. On a vu des changements, des systèmes moléculaires très dynamiques qui s'auto-organisent et qui font émerger un caractère, une propriété générale à travers leurs interactions la semaine dernière quand j'ai parlé de la chromatine. Alors les systèmes autopoétiques ne sont pas forcément limités uniquement à l'organisation d'une cellule vivante ou d'un organisme vivant. On peut imaginer des systèmes autopoétiques non vivants également. Alors, cette idée d'autopoèse était plus ou moins reprise et redéfinie par les partisans de la théorie des systèmes développementaux. Alors, c'est une théorie qui a été développée les 10 dernières années, je dirais, plutôt par des philosophes et par des théoriciens, et pas du tout par des expérimentalistes. D'ailleurs, c'est vrai pour les autres aussi. Ces théories concurrentes sont encore vraiment à l'état théorique, et ils s'approchent seulement à l'expérimentation. Donc les partisans comme Susan Oyama ou John Griffiths, qui ont fondé cette théorie de systèmes développementaux, essayent de sortir de cette dichotomie qui caractérise la biologie entre inné, acquis ou génotype, phénotype. Donc ils disent qu'il n'y a pas de raison dans un système comme le vivant de privilégier une des causes par rapport aux autres, étant donné que tout interagit avec tout et tout forme un réseau, et il n'y a pas une cause. Donc c'est vraiment une référence explicite à cette causalité circulaire que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc ils disent qu'il y a des causes multiples et le phénotype, donc le caractère de l'ensemble, émerge par une détermination conjointe de toutes les causes. Dans ce système, le gène est uniquement une des composantes. Donc, on parle de gène comme une ressource. On parle de l'environnement aussi comme une ressource. On parle de chaque composant de vivant comme une ressource, et même les composants de son environnement. Donc, ils agissent ensemble. On ne peut pas donner la priorité à un composant et de dire qu'il y en a un qui est la cause principale et les autres sont là uniquement pour assister, parce que ce n'est pas vrai. Donc, tout dépend du contexte. L'exemple souvent qu'il cite, c'est que si vous avez un carré, par exemple, une forme géométrique, une forme carrée, l'air, c'est le produit de sa longueur et de sa largeur. Il n'y a pas de sens de poser la question si c'est la longueur ou la largeur qui contribue plus à la surface. C'est une question qui n'a pas de sens. Donc ils disent aussi qu'on ne peut pas dire que le gène détermine quelque chose et l'environnement n'est là que modifier son effet, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. L'ADN ne peut pas se répliquer tout seul. Il faut tout le reste autour avec. Et la cellule vivante ne peut pas survivre sans son environnement. L'environnement agit sur le vivant agit sur l'environnement. Et c'est dans une interaction incessante, on ne peut pas vraiment séparer les deux et on ne peut pas dire qui est plus important que l'autre. Donc dans ce sens, il parle d'une héritabilité étendue, c'est-à-dire que l'hérédité, c'est le caractère non seulement de tout le vivant, mais aussi de son environnement. Donc on parle même de l'hérédité
qui s'étend sur l'environnement. Étant donné que le vivant va modifier son environnement, et cet environnement modifié va rétroagir sur le vivant, encore une fois, le vivant constitue un seul système avec son environnement. Donc on ne peut pas vraiment attribuer le rôle de l'hérédité uniquement à l'environnement. Bien entendu, le contrôle est totalement distribué, donc après ça, le fonctionnement du vivant n'est pas contrôlé par des gènes uniquement ou par un composant du vivant ou de la cellule ou de l'organisme, mais il est contrôlé par l'ensemble de tous les facteurs qui contribuent. Et on voit l'évolution comme une construction. Donc l'évolution, c'est une construction, donc à chaque étape, il y a un petit changement qui est rajouté, ça modifie ce qui était déjà là, mais ça incorpore ce qui était déjà là en le modifiant. Et donc l'évolution est une construction. Alors, voilà par exemple un exemple souvent cité par les partisans, c'est le castor qui modifie son environnement. Il ne peut vivre que dans cet environnement. Donc il n'y a pas de castor s'il n'y a pas l'environnement que lui-même il construit. Donc c'est un type d'interaction de l'organisme avec son environnement et il crée son environnement et c'est cet environnement qui crée le castor entre guillemets dans le sens où il n'y a pas de castor sans ce type d'environnement. Donc tout ça c'est assez théorique, je suis tout à fait d'accord, mais c'est une idée radicalement différente de ce que les généticiens ont développé au cours de ces 100 dernières années. Il ne faut pas oublier que la génétique a commencé comme ça aussi. Donc au 19e siècle, quand les gens ont commencé à spéculer sur les facteurs qui déterminent le caractère, on est encore loin des expériences de Darwin, c'était aussi spéculatif que ça. Alors si vous lisez par exemple Darwin, il a bien fait des observations pour expliquer l'évolution par la sélection naturelle, mais il a aussi essayé de spéculer sur l'hérédité et c'était aussi théorique et aussi éloigné de la réalité que ces idées-là. Une autre idée très intéressante de ce point de vue est l'idée proposée par Jean-Jacques Cupiec, c'est un chercheur français, avec son collègue Pierre Sonigo, qui est l'ontophylogénèse. Donc l'ontophylogénèse dit qu'il n'y a pas de raison de considérer l'ontogénèse et phylogénèse comme deux processus totalement différents. Donc on peut considérer l'ontogénèse un peu comme qui obéit aux mêmes règles que le phylogénèse, donc comme l'évolution. Donc on peut appliquer le principe de hasard et sélection à l'ontogénèse. Et donc on peut voir l'organisme multicellulaire qui se développe à partir d'une gamète, par exemple, comme un arbre évolutif qui va produire certaines diversités, et puis certaines branches sont des branches mortes parce qu'elles ne vont pas continuer, d'autres branches vont continuer, et on obtient un autre... Donc la branche qui va continuer, c'est conceptuellement quelque chose qui est similaire, je dirais, au plasme germinatif de Weissmann, donc qui continue, et c'est ça qui va donner l'évolution. Donc il conceptualise l'ontogénèse comme un processus similaire à l'évolution qui fait partie finalement de l'évolution. Donc d'où le terme ontophylogénèse. Alors voilà par exemple une image, une représentation très imagée de l'évolution où vous voyez que chaque branche représente une direction prise par l'évolution au cours du temps. Donc là en fait un arbre évolutif peut être considéré comme un arbre généalogique de tous les vivants dans le monde, où chaque branche représente une espèce. Il y a des branches mortes avec des espèces disparues, il y en a d'autres qui continuent et qui produisent des bourgeons encore vivants. Donc on verrait l'ontogénèse comme une toute petite branche sur une des branches de cet arbre. Alors, je vous montre ici, pour continuer dans cette lignée d'arbres d'évolution, un arbre d'évolution fait en examinant la séquence de l'ADN.
Donc en fait, quand vous étudiez l'évolution, on peut étudier par exemple les séquences d'ADN des différents organismes et on peut construire des arbres comme ça. Ici, c'est l'arbre des virus, par exemple. Alors que les virus sont des organismes extrêmement simples par rapport à une cellule vivante, mais ils ont un génome et donc on peut examiner la séquence de ces génomes et on peut construire des arbres généalogiques, entre guillemets, des virus. Et puisqu'ils se reproduisent très rapidement, ça change très rapidement aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de créer des catégories, bien entendu. On peut créer des types, on peut caractériser des types de ces caractéristiques pour certaines catégories de ces organismes. Mais à l'intérieur, c'est extrêmement difficile de délimiter où commence une espèce et où se termine l'autre. Parce qu'en fait, il y a toute une continuité entre les deux. Mais la représentation en arbre, c'est une représentation qui reflète bien cette continuité de processus évolutif et on peut utiliser le même type de représentation pour représenter l'ontogénèse aussi. Donc il est effectivement imaginable de superposer les deux et considérer que si on zoome sur un arbre d'évolution, on voit tous les virus ici, ou tous les mammifères ici, par exemple, on zoome sur une branche qui est une espèce. Alors, à l'intérieur de cette branche, finalement, il y a beaucoup de petites branches séparées qui représentent les différentes grandes familles. Et puis, on continue à zoomer. On voit qu'une seule famille, on voit qu'une seule génération, puis un seul individu. Et si on continue à zoomer, à l'intérieur de cet individu, on voit aussi toutes les petites branches qui sont finalement les tissus ou les cellules différenciées de cet individu. Parce qu'ils sont tous descendants au départ de la même cellule. Donc, c'est de cette façon on peut imaginer une continuité d'évolution et d'ontogénèse comme des processus très similaires, obéissant aux règles de variation-sélection. Bon, tout ça c'était très théorique. Comment on fait dans la pratique alors? Alors j'ai choisi un exemple pratique pour vous montrer. C'est un exemple, c'est une recherche qui se déroule maintenant, donc un programme de recherche qui occupe pas mal de chercheurs qui est en cours actuellement. La dernière chose que je vais vous montrer, ça date de la semaine dernière, donc c'est tout frais. Et je vais essayer de vous montrer les difficultés d'interprétation qui sont liées à cet exemple. Et on va parler de langue. Alors, est-ce que la langue est un phénotype? Est-ce qu'on peut considérer que la langue, on parle tous, ou plus ou moins, on ne parle pas toujours la même langue, donc il y a ces différentiels qui est nécessaire pour faire de la génétique. Est-ce qu'on peut faire de la génétique sur la langue? C'est une question très difficile, n'est-ce pas? Donc est-ce que parler, c'est un phénotype génétique ou non? Alors au préalable, nous savons que les linguistes qui étudient les langues en plein temps, si je peux dire, contrairement aux généticiens, ils sont arrivés à l'idée que ça pourrait être d'une façon ou d'une autre héréditaire depuis longtemps. En fait, Noam Chomsky, qui est un linguiste très connu aux États-Unis, a proposé il y a très longtemps déjà que, en étudiant la grammaire, la structure grammaticale des langues, il a proposé qu'il y a des choses en commun entre toutes les langues qu'il a étudiées. Donc, il a imaginé que peut-être l'enfant qui naît, il naît avec la capacité innée d'acquérir une langue. Alors, quelle langue c'est exactement? Après, c'est une autre chose, mais qu'on naît avec la capacité d'apprendre une langue. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à l'homme et qui est différent par rapport aux animaux. Donc, il peut exister une langue hors contexte, entre guillemets. Alors, il y avait beaucoup d'études sur les langues et je pense que le débat n'est pas totalement clos. Est-ce qu'il y a une langue au départ que tous les hommes ou tous les humains parlaient et à partir de cette langue se sont développées les autres langues? Ou bien
si on regarde la migration de l'homme à partir de l'Afrique vers les autres continents, on peut imaginer que le groupe humain qui a quitté l'Afrique il y a 60 ou 90 000 ans parlait une seule langue et la diversification s'est produite après. Donc dans ce cas-là, on peut imaginer qu'effectivement il y avait une langue originale que tout le monde parlait et c'est à partir de ça que les autres se sont diversifiés. On peut très bien imaginer aussi que ils sont tous partis et ils ne savaient pas encore parler, mais ils avaient la capacité de parler et les différentes langues sont apparues séparément dans les différents endroits géographiques. On ne peut pas vraiment résoudre ce problème actuellement, mais il est très intéressant de voir que les linguistes se sont posés ce type de questions. Alors qu'ils ont bien entendu examiné toutes les langues accessibles, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup plus de diversité linguistique en Afrique que n'importe où ailleurs dans le monde. Donc le berceau de l'humanité qui est l'Afrique a aussi créé toute une diversité de langues et donc il est quand même probable que l'homme il y a 70 000 ans parlait déjà quand il a quitté l'Afrique. Et donc le groupe d'humains qui a quitté l'Afrique, il a emporté une langue avec et c'est à partir de cette langue que les autres ont fait leur évolution. Il est possible aussi qu'il y avait plusieurs groupes différents qui ont quitté l'Afrique et il y avait plusieurs langues qui ont quitté avec eux le continent africain en même temps. Nous ne pouvons pas vraiment trancher cette question. Alors, en quoi ça peut intéresser les généticiens? À part cette ressemblance apparemment superficielle, c'est-à-dire qu'on peut construire des arbres linguistiques. Donc en examinant les langues différentes, on peut construire, en fonction de leur ressemblance et leur divergence, on peut construire des arbres qui sont très similaires à l'arbre de l'évolution. Donc on peut déterminer des branches et à l'intérieur des branches des sous-branches. Par exemple, on peut voir que ça c'est la famille des langues indo-européennes qui regroupe pratiquement toutes les langues en Europe, mais vous voyez qu'il y a des branches quand même majeures comme les langues slaves, les langues latines, les langues celtiques, etc. On peut, à l'intérieur de ces familles, on peut définir des sous-branches et ainsi de suite. Donc ça ressemble beaucoup à un arbre d'évolution. Et nous allons un peu revenir sur ça un peu plus tard. Alors, en quoi ça intéresse le généticien? Donc, comme je disais, qu'en plus de cette ressemblance superficielle, il y a quelque temps, je crois que c'était en 90, un groupe de chercheurs a décrit une famille qu'on appelle la famille KE, qui s'étend sur plusieurs générations. Et dans cette famille, à chaque génération, ils ont observé des membres qui n'avaient pas la capacité de parler. Donc, tous les petits carrés, c'est des hommes, les ronds, c'est les femmes, et tout ce qui est en noir, ce sont des individus qui n'avaient pas la capacité de parler. Et ils se sont dit que ça ressemble beaucoup à un phénotype, donc un phénotype héréditaire. On les retrouve dans toutes les générations, ça a l'air de s'égréger comme un caractère héréditaire selon les lois de Mendel. Bon, c'est très difficile d'en être sûr quand on voit une famille, mais ils ont fait l'hypothèse qu'il doit y avoir une base génétique à ce phénomène. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une analyse génétique tout à fait classique et ils ont trouvé, avant de vous montrer ce qu'ils ont trouvé, bien entendu, les membres de cette famille étaient examinés par des médecins et quand on a regardé ce qui se passe dans leur cerveau grâce à l'imagerie médicale, ils ont constaté que quand ils écoutaient un texte parlé ou regardaient un texte écrit ou ils essayaient de s'exprimer verbalement, ce n'est pas les mêmes aires de cerveau qui s'activaient chez les individus concernés par rapport aux individus qui savaient parler sans problème. Notamment la région qui
qui est le plus qu'on connaît comme responsable de parole, la région de Broca, n'avait absolument aucune activité chez les patients touchés. Donc, l'idée était donc qu'il y a une base génétique à tout ça, et donc ils ont fait une analyse génétique détaillée. Et alors c'est maintenant que la question principale se pose, est-ce que la capacité de parler est un phénotype? Est-ce qu'on a le droit de faire une analyse génétique ou non? Ou si on a le droit, pourquoi pas, on a le droit de tout faire normalement. Si on trouve quelque chose, est-ce que c'est une preuve qu'il s'agit d'un phénotype hérité ou non? C'est ça la question principale. En fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que sur le chromosome 7 chez les membres de cette famille, il y avait une mutation dans la même position chez tous les membres qui ne savaient pas parler, et cette mutation n'était pas présente chez les membres qui savaient parler. Donc on a une corrélation très stricte entre le caractère parler ou ne pas parler, d'être incapable de parler, et la présence de cette mutation. C'est le gène qui s'appelle FOXP2 qui portait cette mutation. Donc il y avait une forte suspicion sur la base de ces analyses qu'il y a une base génétique de la parole. Alors, avant de continuer avec cet exemple, je vous rappelle juste comment on imagine l'évolution de l'ADN. Donc, comment on construit ces jolis arbres que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, je vais juste vous montrer un exemple. J'ai pris une toute petite séquence de quelques nucléotides et vous montrer comment, quand ça mute, il y a des mutations qui arrivent par hasard, comment ça change et quel résultat ça va donner. Donc, imaginons que nous avons une séquence AGACTT et quelques temps plus tard, nous observons deux types de séquences différentes qui sont légèrement différentes par rapport à la première. Donc, si on fait une analyse, comparaison de ces séquences, on voit qu'ils sont apparentés parce qu'ils se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas identiques. Alors, maintenant, si on continue dans le temps, et nous voyons encore beaucoup plus tard, ici, nous voyons trois séquences qui sont de nouveau très différentes, mais pas trop par rapport à la génération précédente, et un peu plus par rapport à la génération d'origine, donc la séquence d'origine. Donc avec le temps, le nombre de changements augmente. Plus on avance dans le temps, plus il y a des changements. Pour l'instant, on peut encore, avec des méthodes statistiques, démontrer qu'au départ, ces séquences sont apparentées. Et si on continue encore, on peut aboutir à une situation, par exemple aujourd'hui, on n'observe que ces séquences-là. Donc, tous les autres ont disparu parce que c'était il y a longtemps, c'était des individus qui vivaient il y a longtemps. Maintenant, on voit que les séquences qui sont en bas. Alors, si vous avez des méthodes statistiques appropriées, vous pouvez démontrer que tout ça, ça peut, pas obligatoirement, mais que statistiquement, c'est probable que tout dérive de la séquence qui est indiquée en haut. Excusez-moi. Bien entendu, nous observons que les séquences qui sont en bas, qui existent actuellement. Donc, avec l'examen de ces séquences, nous pouvons déterminer quelle était l'évolution de la séquence d'origine et par quel passage, par quelles étapes il a passé. Donc, on peut construire un arbre d'évolution de cette séquence. Alors, c'est cette méthode-là qui a été utilisée pour construire les arbres que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc là, je vous montre un exemple différent juste pour vous indiquer que la situation n'est pas si simple que ça. Donc quand vous avez des séquences plus longues, il y a beaucoup d'identités, beaucoup de différences. La comparaison n'est pas aussi simple que ça. Il faut vraiment avoir des méthodes statistiques très sophistiquées. Parce qu'il y a des morceaux qui se perdent, il y en a des qui se rajoutent, et donc la situation devient très très rapidement ingérable.
avec ces méthodes-là, on peut construire des arbres d'évolution que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, vous voyez ici, excusez-moi, vous voyez ici les humains et les grands singes. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, j'ai trouvé cette image sur la page web d'une université américaine et je ne pouvais pas résister à la tentation de vous montrer. Donc, c'est grâce à la comparaison des séquences qu'on peut déterminer quels sont les membres de la même famille qui sont les plus proches. Donc pour l'humain, c'est les chimpanzés qui nous est le plus proche. Les gorilles et les orang-outans sont plus éloignés. D'ailleurs, on l'a déjà vu sur cet arbre aussi, que les humains et les grands singes sont sur un arbre, sur une branche qui est bien séparée. Alors, quand on examine la séquence de gène FOXP3 qui porte la mutation en question dans la famille KE, ce qu'on trouve, c'est que ce gène est extrêmement conservé, donc il y a très peu de changements de séquence qu'on peut trouver dans le gène. Et si vous comparez par exemple la souris avec le macaque, par exemple, il n'y a qu'un seul acide aminé qui est différent dans la protéine. Donc il y a un seul changement, une seule mutation entre la souris et les macaques. Entre les macaques et l'orang-outan, il y en a un autre. Mais en revanche, entre le chimpanzé et l'homme, excusez-moi, entre le chimpanzé et l'homme, il y a deux changements. Donc, le temps évolutif qui sépare la souris et l'homme est à peu près 70 millions d'années. Le temps qui sépare l'humain de chimpanzé est de l'ordre de 10 à 15 millions d'années, donc beaucoup plus court. Donc les scientifiques ont dit que, étant donné la corrélation forte qui est entre la mutation dans le gène FOXP2 et la capacité ou l'incapacité de parler dans la famille KE, en plus cette observation que la mutation, le gène est très conservé dans tout le monde animal, mais relativement différente chez l'homme, ils ont dit que ce gène doit contribuer d'une façon ou d'une autre à la capacité de l'homme de parler. Donc ils ont dit que voilà, alors j'ai fait une recherche rapide dans la presse de l'époque, j'ai tout de suite trouvé un grand nombre d'exemples. Cette observation était tout de suite interprétée de cette façon qu'on a trouvé le gène de langage. Le gène de la parole. Alors, juste par curiosité, en deuxième position, un article qui est sorti qui est parlé de l'analyse linguistique et qui parle d'une langue originale, langue mère qui était en commun à toutes les langues de l'humanité. Donc, qui n'a rien à voir avec la biologie, mais qui a à voir justement avec les théories des linguistes. Donc, est-ce que c'est une interprétation valable? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a trouvé le gène qui a fait que l'homme est capable de parler? Et c'est là ce qu'on doit vraiment décider si parler c'est un phénotype héréditaire ou non. Et ce que je veux vous montrer avec cet exemple, je veux juste illustrer que finalement c'est une question de choix que nous faisons, quel type d'interprétation nous donnons aux observations. Les observations sont là. Il est évident que cette mutation a à voir quelque chose avec la langue, avec la capacité de parler, mais déclarer que la capacité de parler est déterminée par ce gène est quand même une déclaration beaucoup plus forte que de dire que finalement on a touché au problème.
depuis, il y avait pas mal d'analyses sur ce gène. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, l'analyse génétique à partir des restes des Néandertaliens a permis de démontrer que les Néandertaliens possédaient le même gène, donc la même séquence ADN du gène FOXP2 que l'homme de maintenant. Selon cette hypothèse, donc, selon cette interprétation minimaliste ou de causalité directe, l'homme de Néandertal devait être capable de parler. Évidemment, nous ne savons pas s'il a parlé ou non, s'il était capable de parler ou non. Mais il y avait des hypothèses selon lesquelles il ne pouvait pas communiquer aussi facilement, et c'était peut-être une des raisons pour laquelle il était un peu défavorisé par rapport à l'Homo sapiens. En tout cas, une chose est intéressante, c'est que grâce à ces méthodes génétiques, on peut rapprocher on peut reconstruire beaucoup mieux le parcours évolutif de l'homme ou d'autres espèces. Alors, après, si on décide s'il savait ou était capable de parler ou non, ça c'est une question de pure hypothèse et une pure question d'interprétation. Il y avait d'autres analyses qui étaient faites sur ce gène également, parce que l'air de rien, le gène FOXP2, il est présent dans tous les génomes de tous les mammifères, et non seulement des mammifères, mais des oiseaux aussi. Donc s'il s'agit d'un gène de la parole, alors comment la capacité de vocaliser des autres animaux est liée à ce gène? Et donc il y avait une étude récemment qui a montré que chez les oiseaux, s'il y a une mutation dans le gène FOXP2 des oiseaux, les oiseaux sont capables de chanter, mais ils ne peuvent pas reproduire aussi fidèlement la chanson typique pour leur espèce. Donc, d'une façon ou d'une autre, on pourrait dire que chez les oiseaux, malgré l'absence, la mutation de ce gène, la capacité de chanter est conservée. Ce qui n'est pas conservé, c'est la capacité d'apprendre à chanter correctement. Donc, vous voyez, une observation légèrement différente qui va nous suggérer une interprétation totalement différente. Donc là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment le phénotype héréditaire? Est-ce que c'est la capacité d'apprendre à chanter qui est différent, qui est le phénotype héréditaire, ou la capacité de chanter? On ne pourra pas trancher cette question aujourd'hui, ça c'est clair, mais je voulais vous montrer qu'à partir des observations de type génétique, finalement, on peut faire des interprétations un peu comme on veut. Donc les corrélations statistiques qu'on peut établir entre la présence ou l'absence des mutations dans le génome et le phénotype ou le caractéristique qu'on est en train d'examiner est bien réel, il est là, mais après, on peut les interpréter comme on veut. Donc on peut dire que c'est le gène de la parole et le problème est réglé. Par ailleurs, on sait que des générations de psychologues ont travaillé sur l'apprentissage de la langue chez l'enfant. On sait que l'enfant, par exemple, a une capacité d'apprendre à parler pendant les premières quelques années de sa vie, après il perd cette capacité. Donc on peut imaginer que parler, c'est plus un résultat d'une construction qui se déroule dans le contexte de petite enfance, dans un contexte social, en interaction avec les parents, en interaction, en communiquant avec les autres, des autres êtres humains autour d'eux avec qui ils peuvent parler. Et donc ça peut être vu comme un processus de construction. Dans cette construction,
la protéine FOXP2 peut jouer un rôle parce que ça peut être une protéine qui est présente dans le cerveau normalement et s'il est muté ou s'il ne fonctionne pas correctement, la partie du cerveau concernée ne sera pas capable de fonctionner correctement. Donc dans ce sens, on peut très bien voir le gène FOXP2 comme une ressource, au même titre que le papa ou maman qui parle à l'enfant, au même titre que l'environnement de l'enfant qui favorise son apprentissage de la langue. Donc un peu, je reprends un peu la logique de la théorie des systèmes de développement. Et on peut donner une interprétation réductionniste, simpliste, dire que voilà, la capacité de parler est déterminée génétiquement. Nous avons trouvé le gène de la parole. Vous pouvez aussi trouver toutes les interprétations entre les deux. De dire que c'est le gène qui détermine la capacité de parler, mais l'environnement, bien entendu, intervient et peut modifier cela. Et puis toutes les autres interprétations intermédiaires que vous voulez. Donc, avec cet exemple, je suis désolé, j'ai perdu à moitié la voix. Donc, peut-être je n'ai pas pu expliquer aussi bien que j'aurais voulu. Avec cet exemple, je voulais vous montrer que finalement, les faits sont les faits, les observations sont les observations, ce qui change, c'est l'interprétation. Donc, on peut donner des interprétations extrêmement variées aux mêmes observations. Il y a une chose qui, en revanche, qui ressort de toutes les études génétiques de séquences de l'ADN, c'est que, comme je vous ai montré sur le petit exemple tout à l'heure, on peut établir des schémas d'évolution. Donc on peut reconstituer l'arbre de l'évolution des organismes en question. Pour revenir un tout petit peu aux linguistes, une étude très intéressante faite par Luca Cavalli-Sforza, c'est un généticien italien. Il a étudié à la fois l'arbre linguistique, donc l'arbre d'évolution des langues établi sur la base des études linguistiques, et aussi l'arbre d'évolution des différentes ethnies en fonction de leur ADN. Et ce qui est très surprenant, ou peut-être pas surprenant du tout, c'est encore une question d'interprétation si vous voulez, c'est que ces deux arbres se superposent presque parfaitement. Donc on voit très bien que les grands groupes ethniques qui vivent dans des régions géographiques très différentes correspondent aux grands groupes des langues parlées par ces ethnies. Donc on voit bien que les deux méthodes, l'étude d'évolution des langues et l'étude d'évolution de l'ADN, peut reconstituer à peu près le même parcours évolutif. Alors, quand on commence à regarder dans les détails, donc quand on zoome sur certains groupes, il n'y a plus de correspondance. Donc, les deux ne coïncident pas parfaitement. Si vous voulez, si on regarde par exemple en Europe, on avait pas mal de migrations en Europe, pas mal de mélanges en Europe, donc on peut très bien trouver des langues qui viennent d'ailleurs et on ne peut plus trouver les traces génétiques de l'origine de ces langues. Je vais vous citer l'exemple des Hongrois, parce que moi-même je suis hongrois. La langue hongroise est pratiquement la seule langue en Europe qui n'est pas une langue indo-européenne. C'est une langue qui est d'origine asiatique. Clairement, il y a des ressemblances entre la grammaire hongroise et certaines langues asiatiques. L'autre langue qui appartient à la même famille, c'est le finlandais. Quand on regarde au niveau génétique, au niveau de séquence des ADN, il n'y a plus de différence entre les Hongrois d'aujourd'hui, génétiquement, et les peuples qui vivent autour de la Hongrie. Donc tous les voisins sont mélangés tellement qu'on ne voit plus les traces de leur origine, on ne peut plus vraiment les trouver. Et c'est pareil pour toutes les autres ethnies qui peuvent exister en Europe et qui sont arrivées d'ailleurs et qui ont amené une partie de leur passé parce qu'ils parlent toujours leur langue, mais au cours de l'histoire, ils sont mélangés tellement qu'on ne voit plus les origines ethniques en utilisant ces méthodes de génétique.
Pour terminer, je voudrais... je ne peux pas prétendre de vouloir apporter une réponse à la question posée par la conférence « Que disent nos gènes ?» mais je voudrais vous faire une proposition. Alors, je ne sais pas ce que disent nos gènes en général, mais au moins il y a une chose qu'on peut lire en lisant les gènes. Ce sont les traces de notre histoire. En fait, là je cite, Albert Szent-Györgyi, un prix Nobel hongrois justement, qui disait, c'est une coïncidence, qui disait la vie a développé graduellement ces processus sans jamais rejeter ce qui était déjà en place. L'évolution se fait par construction. L'évolution ne fait pas par saut, par des changements brusques, mais par construction. Donc le résultat est que la cellule ressemble à une fouille archéologique, avec des couches successives, et les plus anciennes strates sont les plus profondes. Donc quand vous examinez les gènes, ou le génome, ce que vous pouvez en dire, vous pouvez reconstruire cet arbre d'évolution de vivant. Alors peut-être l'arbre n'est pas parfait, peut-être tous les détails de l'histoire ne sont pas écrits, mais on peut retrouver les traces, nos traces, dans le passé, parce que tout est là-dedans. Tout est modifié peut-être, petit à petit, graduellement, mais rien n'est vraiment perdu. Et donc, ce qu'on peut vraiment lire dans nos gènes, en séquençant notre ADN ou notre génome, c'est l'histoire du vivant. Et c'est pour ça que c'est là où je vois l'importance majeure des études des génomes actuellement, et beaucoup moins dans la partie qui est très très souvent médiatisée, qu'on a trouvé le gène de ci ou de ça, de parole ou l'intelligence ou Dieu sait quoi d'autre. Cette histoire est écrite dans nos gènes un peu de la même façon que dans les choses qui évoluent en général. Alors, j'ai choisi le théâtre de Marcellus à Rome, parce que je trouve que c'est un bâtiment qui symbolise bien notre génome. C'était au départ un théâtre, et puis il est tombé à moitié en ruine, et puis il était recyclé, réutilisé, et comme vous voyez, donc il y a des strates successives de cet immeuble qui correspondent à des époques différentes et à des utilisations différentes, et on peut quasiment voir toute l'histoire de cette ville à travers de cette structure. Donc avant de terminer, je voudrais juste dire que l'interprétation que moi je donne à la génétique n'est pas forcément la même que l'interprétation des autres généticiens. Donc je dirais même que les partisans de paradigmes relativement simples, je dirais que de causalité simple, sont plus nombreux que les partisans de ces nouvelles théories que je vous ai exposées très brièvement aujourd'hui. Je vous invite de réfléchir à chaque fois où vous voyez des articles dans la presse qui parlent de la découverte de tel ou tel gène. Posez-vous la question, est-ce que quand ils disent qu'ils ont découvert le gène de telle ou telle caractéristique, est-ce que c'est une caractéristique qui peut être vraiment considérée comme héréditaire ou non? Parce que c'est là où vraiment l'essentiel se cache. Alors j'ai déniché tout à fait par hasard une pépite la semaine dernière, donc ça tombe bien avant Noël. Alors si jamais vous avez passé votre temps à écouter des bêtises sur la génétique au collège de la cité et vous n'avez pas eu le temps d'acheter de cadeaux, vous pouvez toujours dire que je suis désolé, c'était comme ça, c'est déterminé dans mes gènes. Merci beaucoup.